plaisir de recevoir ce soir Christine Fontaine, qui représente le groupe Z. Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous d'être venus aussi nombreux pour une soirée de Coupe d'Europe de football. Et donc vous remercier d'être là pour recevoir Christine. Alors, le groupe Z est en grande partie représenté ici ce soir, puisqu'on a Christine Fontaine qu'on connaît bien, je vous dirai pourquoi tout de suite. Mais nous avons aussi Ariane Van Kraan, qui est là, Van Kraan, pardon, et Verlenis, qui est la troisième associée de ce groupe de jeunes femmes brillantes et déterminées qui officie à Bruxelles. Une quatrième partenaire, Sophie Leinen, qui n'est pas présente ce soir, mais qui sera présente à travers les projets. Et donc, cette spécificité d'un bureau, le son est vraiment... où je suis trop près. Parce qu'en général, je parle sans micro, comme ça plutôt alors, non ? Bien, je ne vais pas vous casser les oreilles. Dans tous les cas, c'est 4 jeunes femmes qui ont une vraie pratique architecturale de projet à Bruxelles. Alors, rapidement, quelques mots. Certains d'entre vous connaissent Christine pour son activité pédagogique, parce qu'elle a fait d'une part ses études à Saint-Luc, mais elle est aussi aujourd'hui professeur de projet à Saint-Luc et responsable des activités internationales de l'école de Saint-Luc, qui est maintenant regroupée sous l'enseigne Loki, qui veut dire... Rien du tout. Rien du tout. Non, les lieux, locus, Loki. D'accord, mais il n'y avait pas une autre dénomination pour le regroupement donc des 3 universités francophones de Belgique? Ça aurait pu. On est à l'université UCL. UCL, voilà. Donc qui est Louvain, Tournai et Bruxelles. Donc Saint-Luc. Ses compagnes sont aussi enseignantes à Saint-Lucas, en tout cas l'une de vous deux, et Sophie aussi, et qui est la version donc de Saint-Luc en flamand. Christine donc fait ses études à Saint-Luc, puis travaille entre autres quand même pour resituer ton cursus. Tu travailles chez Lucien Kroll, évidemment, et chez Philippe Samin, ce qui n'est pas rien tout de même, avant de partir pour Vancouver, où tu travailleras plutôt dans le monde du cinéma. Oui, je ne trouvais pas de boulot comme architecte. Donc voilà, quand on ne fait pas d'archi, on fait du cinéma. On revient, et là tu enseignes assez vite à Saint-Luc, mais aussi comme professeur invité dans d'autres écoles, en particulier à Naples, à Venise, à Vancouver aussi un petit peu. Et donc tu prends le goût des voyages et de l'enseignement et des workshops, puisque nous menons un workshop commun depuis une douzaine d'années. 98, 2000, oui. Oui. Avec l'atelier international donc, et tes confrères, puis toi aujourd'hui. Tu es aussi marqué, je dirais, par ton expérience à Lillhout. Donc là, pour vous, c'est un peu d'histoire. C'est déjà de l'histoire, j'ai envie de le dire, avec Giancarlo Di Carlo et les ateliers et workshops d'Urbino, de Sienne et de Venise qui s'inspirent des travaux du Team 10 et toute cette tendance pour revenir à la question de la diversité des usages, de la diversité des habitats. Et je crois que c'est un peu ce qui caractérise votre démarche, de vous inscrire dans un tissu urbain fort, dans des pratiques essentiellement dans le logement social et dans des programmes d'architecture publique. Donc, je vais te laisser la parole aussi pour nous raconter un peu comment tout d'un coup, en 2000, se crée une association de 4 puis 5 femmes, pardon, puis à nouveau 4, ce qui n'est pas commun. Et qui correspond aussi à une volonté du gouvernement belge, en tout cas de la région bruxelloise, de nommer un Baumeister, un responsable de l'architecture qui va favoriser l'accès des jeunes équipes d'architectes à la commande publique, qui est une chance très importante, qui fonctionne très bien maintenant et qui vous a permis d'accéder à une commande qui n'est pas facile
en Belgique. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Et tu vas pouvoir un peu nous raconter cette aventure. Voilà, je te laisse la parole et à tout à l'heure. Voilà, j'espère qu'on m'entend. J'ai une petite extinction de voix, mais je me bourre de pastilles depuis ce matin. Alors, en effet, quand Georges m'a invité à venir vous parler ce soir, j'aurais pu vous parler de mon enseignement ou de ma recherche, mais évidemment, c'est beaucoup plus intéressant pour les étudiants que les architectes parlent de leur pratique. Et ma pratique, en l'occurrence, elle se fait avec le groupe Z, avec lequel je travaille depuis 2000 maintenant. En effet, au moment où un Baumeister, on l'appelle Baumeister parce que c'est du côté flamand, bon, il faut connaître un peu la géopolitique belge pour comprendre un peu les nuances, mais donc en Flandre, en 2000, le Baumeister, Bob van Reet, arrive et commence un peu à organiser la commande publique servant d'intermédiaire entre le maître d'ouvrage et les architectes. C'était une aubaine, en effet, pour les jeunes bureaux à l'époque, puisque Bob van Reet a comme intention de, par là, donner plus de commandes aux jeunes bureaux à cette époque. Donc, au tout début, d'ailleurs, les Open Oproep, donc ces appels d'offres, concours, en fait, étaient peu connus au début. Aujourd'hui, ils sont très recherchés, il y a beaucoup plus de compétition. Mais à l'époque, en effet, c'est par là que nous avons eu accès à la commande. Je vais vous le raconter à travers les projets que nous avons réalisés. Alors, c'est vrai que du coup, on se présente généralement en deux langues. C'est un peu comme ici quand même. Hein. Je vois que dès qu'on arrive à Strasbourg, on parle tout d'un coup l'allemand. Et bien voilà, quand on arrive, l'alsacien. En tout cas, dans le train, on a annoncé l'arrêt Strasbourg en allemand. C'était très bien. Donc c'est la même chose à Bruxelles. Bruxelles, on parle deux langues. D'ailleurs, la Belgique, on a trois langues officielles, le français, le néerlandais et l'allemand. Mais les plus usitées sont évidemment le français et le néerlandais. Donc quand on se présente, mes gentils associés n'hésitent pas d'ailleurs à introduire du français. C'est un petit peu provocateur en Flandre, mais ça nous a finalement rapporté. Du coup, je ne pense pas que ce soit ces quelques mots en français qui intéressait ou qui a éveillé l'intérêt, mais peut-être ce que dit Georges, c'est l'intérêt de voir quatre nanas tout d'un coup arriver dans le paysage de l'architecture qui a éveillé un certain intérêt chez les maîtres d'ouvrage. Et pourtant, c'est tout à fait par hasard que nous avons décidé de nous associer. Sans doute parce qu'on avait des pratiques communes, un mode de travail en commun. On avait déjà travaillé ensemble dans le passé et ça s'est fait assez naturellement. Donc ça s'appelle pas Z. Alors Z, pourquoi Z? Parce que pas A. Parce que tous les groupes à l'époque s'appelaient A, AA, AAA, AAAAA, alors on a dit Z. Et ça nous a valu d'être en tête de liste une fois, puisqu'ils avaient décidé de mettre dans l'ordre inverse de l'alphabet, et tout d'un coup, on était les premiers. Voilà. Bon, il y a d'autres histoires, des private jokes que je ne dirai pas ici. Mais, donc, comment ça se passait? On a profité de ces appels d'offres lancés par le Baumeister pour répondre sur tout ce qui nous intéresse, c'était des petits bâtiments publics et des logements sociaux. On avait déjà travaillé avec Ariane au sein du bureau BOA sur des très très gros projets qui étaient de très 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 longue haleine et qui nous a valu beaucoup d'énergie et on s'est dit plus jamais. Et donc on a toujours depuis essayé de répondre à des petites commandes, petites et moyennes dirons-nous, mais pour avoir un petit peu plus d'énergie, un peu plus de dynamique. On n'aspire pas à devenir un grand bureau, on préfère rester petite taille parce que justement il y a un confort de vie que voilà, on chérit. Et donc on a profité de cette commande pour se tester, apprendre à se connaître
et expérimenter différents modes de représentation graphique ou d'outils de projetation, en se disant, ma foi, comme on avait un day job, certaines enseignaient, d'autres avaient une pratique comme Virle dans le patrimoine, on s'est dit, on a un day job, ça passe ou ça casse, faisons ce en quoi on croit, et ma foi, ça a passé quelquefois. Donc ici, c'est par exemple le projet... bon, là, je vais vous montrer les échecs. Projet Neckersdal, un petit bâtiment culturel en intérieur d'îlot, un ancien... Alors, les intérieurs d'îlots en Belgique sont industrialisés. Généralement, il y a beaucoup d'intérieurs d'îlots qui ont été industrialisés au XIXe siècle. Et c'est donc aujourd'hui des terrains de commande ou de projetation, de projets publics, puisqu'on a là des grandes surfaces, des grands parcellaires, où on peut facilement remettre du culturel, de l'enseignement, des crèches aussi, on va le voir après. On a donc expérimenté plusieurs modes de représentation. Comme je disais, ici, on s'était amusé avec des petites maquettes. Alors, on ne voit pas très bien, mais c'était un projet de crèche sous une église, qui était dans un terrain en pente. Et finalement, la crèche se glissait sous le socle de cette église gigantesque. Une école, donc on a encore une fois essayé de travailler. Alors, on travaille beaucoup la notion des pleins, des vides, en sachant que les vides sont justement là où passe l'énergie, le collectif, la lumière, et donc c'est des lieux importants que l'on dessine autant que les pleins. Ici une crèche en intérieur d'îlot qu'on a perdu aussi. On expérimente les matières, vous allez voir dans un autre projet plus loin, on avait là continué à expérimenter des panneaux bois, alors j'appelle ça lyophilisés. Donc c'est du bois mort, mais qui est lyophilisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau, il est fossilisé si vous voulez. Mais évidemment, comme je le disais, on fait pas mal de logements sociaux. Alors c'est peut-être pas du prodéo, mais presque, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas beaucoup là-dessus, mais on a beaucoup cherché à répondre à la commande en essayant de donner des échelles privées, des échelles intermédiaires, en essayant de regrouper les logements par petites unités de 5-6 logements, des plus grandes autour d'une place, pour essayer d'apporter aux différents usages la possibilité de s'épanouir et de donner aussi une autre carte mentale aux habitants. Ça, c'est un projet en cours, par contre. Alors généralement, les open up group, puisque dans l'introduction je vais parler un petit peu plus des open up group, ou dans la commande ici en l'occurrence de la communauté flamande, on ne demande pas un projet dans sa totalité, c'est des concours d'idées souvent, donc on présente des esquisses et des fiches, on argumente, on essaie de faire une démonstration du projet. Alors ici, le maître d'ouvrage était très timide, il voulait un centre culturel attaché à ce relais de poste classé, mais il ne voulait pas que le nouveau bâtiment se voie, il voulait que tout soit enterré. Alors plutôt que d'enterrer la chose, on a tiré le sol et on l'a tiré en hauteur pour le rendre néanmoins présent. Évidemment, on n'a pas gagné, il était peut-être un peu trop présent, mais on avait désiré je ne sais pas si c'est très clair, que le bâtiment soit un passage entre la place haute et la rue en contrebas, et que ce lieu entre deux, entre la partie plus enterrée et l'ancien relais de poste reconverti déjà en une partie du centre culturel, soit un passage public, une sorte de rue interne qui permettait des rencontres par-delà les usages qui pouvaient se faire de part et d'autre dans la partie ancienne et dans la partie nouvelle, avec même des vues, même quand l'événement se produit. Bon, alors là, en parlant d'intérieur d'îlot bruxellois, là c'était aussi une savonnerie. Alors c'est là qu'on a travaillé souvent sur le concept du clos, étant donné que ces sites industriels en intérieur d'îlot sont organisés autour de cours qui permettaient le chargement, déchargement de matériaux et des bâtiments qui étaient autour.
on a très vite qualifié nos interventions dans ce type de configuration clos. Alors ici, c'était le clos savon parce que c'était une ancienne savonnerie, un très très gros projet. Malheureusement, on était deuxième. Mais je dois dire que la réalisation du lauréat est très très belle. Donc si vous venez à Bruxelles, on pourra aller la voir, elle est très intéressante. Par contre, un clos que l'on a eu, puisque c'est le seul client privé que l'on ait, maître d'ouvrage privé que l'on ait, c'est le Clos Cacao. Le Clos Cacao, en fait, est à Molenbeek. C'est une ancienne chocolaterie de House. Quand le bureau avait relevé, le bureau de géomètre avait relevé le bâtiment, ils avaient trouvé une poudre noirâtre qui couvrait les murs. Ils se sont approchés, ils ont regardé. Tout l'intérieur du bâtiment était couvert de cacao. Donc on avait un bâtiment au chocolat qui nous était donné. Et alors évidemment, ce client, il avait acheté ses 6000 m² pour presque rien. Et tout se fait par phase. Donc on a commencé en 2000 et on en est à la 4e, 5e phase. Donc tout se fait vraiment lentement, petit à petit, avec un budget minimum. Et donc il faut savoir où on agit pour amener la lumière, organiser les circulations. On a des recommandations par rapport à l'aménagement intérieur, mais ce n'est pas nous qui faisons l'intérieur des habitats et du centre socioculturel et des bureaux qui ont entre-temps été aménagés, le maître d'ouvrage étant assez sensible à l'idée que ce soit un support à de la mixité, même si c'est privé. Alors, le premier concours que l'on a gagné, c'était l'extension d'un internat. L'extension d'un internat, donc l'internat existait déjà, c'était un bâtiment de Léon Steinen, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un architecte moderniste très connu en Belgique. Il avait donc construit un sanatorium en 1937, je crois, et donc ce sanatorium, malheureusement, avait fait l'objet de nombreuses manipulations après construction, ce qui avait navré l'architecte, qui a profité de la Seconde Guerre mondiale pour dire que le bâtiment avait été démoli pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc nous voilà en train de faire l'extension d'un bâtiment qui n'existe plus. Ça nous a beaucoup amusés. Alors, du fait que Léon Steinen avait renié ce bâtiment, l'enveloppe est quand même classée, mais l'intérieur, malheureusement, subit tous les outrages. Il résiste bien, donc on voit un petit peu la configuration du bâtiment avec ces grandes baies vitrées où l'air passait. Donc on est près de la mer, on est à Brascat, près d'Anvers. On voit là quand même le souci du détail, hein, d'un architecte qui va jusque dans le moindre détail pour dessiner ce bâtiment qui, comme je le dis, a eu quand même pas mal d'extensions, enfin une grande extension majeure qui a malheureusement, c'est vrai, pas mal endommagé la qualité de cohérence du bâtiment à son origine. Alors il est niché au creux d'un bois. Donc le contexte est magnifique. Et donc il fallait qu'on imagine, tiens, où va-t-on poser l'extension? C'était compliqué puisque il y avait quand même cette enveloppe protégée. Il y avait les arbres qu'on voulait préserver. Et il fallait quand même néanmoins assurer les usages. Alors ça, c'est pour vous montrer un petit peu la qualité du bâtiment existant, où les luminaires, les lois des séries pour un tel programme fait la beauté du bâtiment existant. Très vite, alors sur le côté, c'est vrai, on commence à voir nos intentions par rapport à cette loi des séries, par rapport à des intentions de travailler avec des portiques pour emballer les usages, et puis une ligne directrice parce qu'on trouvait qu'il fallait éclaircir pas mal la notion des parcours dans le bâtiment. On avait relevé évidemment, puisque c'était quand même l'objet de la commande, les objets du quotidien, les petites traces de ceux pour qui on allait bâtir cette extension. Et voilà un petit plan, un petit schéma d'implantation par rapport
au parc dans lequel on s'inscrit. Alors voilà, ici on a le bâtiment de Léon Steinen, avec déjà, qui possédait déjà ces deux bras à l'arrière, qui étaient en fait les espaces servants de la grande partie qu'on a vue en photographie. Ça, c'est la première extension, qui date sans doute des années 60. Et alors, nous avons proposé d'aller derrière, d'aller à l'arrière dans le bois, de faire la transition entre les bâtiments existants et le bois auquel on fait face, et en même temps de requalifier ce qui était en fait un arrière de service, ici à l'arrière, et de fermer une sorte de cloître mais ouvert, qui allait donner une autre identité et une autre échelle à ce vide qui pour l'instant n'a pas d'échelle. Par contre, la rue, donc les enfants et les automobiles arrivent par ici, et donc on a privilégié ce lieu-là pour l'entrée. Et c'est cette entrée-ci qui débute le parcours à travers un long passage qui tantôt passe par la nouvelle extension, un bâtiment existant que l'on a reconfiguré pour s'ouvrir lui aussi sur le bois, puisque pour l'instant il était totalement compartimenté jusque-là et il n'y avait aucun contact avec le bois, et puis se terminant par des chambres. Alors il y avait deux types d'enfants que l'on devait héberger ici, des enfants du secondaire, comme on dit chez nous, qui ont entre 12 et 18 ans, et puis ici des plus petits enfants qui ont entre 6 et 12 ans. Donc, et qui étaient dans la partie à plus petite échelle. Voilà les séries de portiques que l'on met en place à l'occasion du concours, avec le bois derrière. Et seule la partie ouest a un double étage pour s'aligner avec le bâtiment qui est ici plus haut. Ce bâtiment-ci étant plus bas et étant plus présent à l'arrière de celui-ci, l'extension ici est de plus bas gabarit. Ah, je voulais juste parler. Donc, dans le plan aussi, comme je disais, on avait structuré assez vite le projet sous forme de portiques. Des portiques qui encadraient un usage juste dimensionné. Dimensionné soit pour deux chambres qui pouvaient cohabiter à travers des parois coulissantes, juste dimensionné pour des sanitaires, juste dimensionné pour de la circulation, ou bien juste dimensionné pour de la lumière. Et donc même ces formes de lumière, on avait voulu les préserver à tout prix. Malheureusement, certaines sont tombées dans l'exécution, mais c'était pour nous des stations à travers le parcours. Alors, en voilà une notamment, donc, malgré le chantier, on lance généralement tous ces dessins, ça passe au chantier, et c'est des grandes découvertes quand, à travers la faille que l'on a réussi à préserver à tout prix, il y a finalement des surprises qui nous attendent et qui sont comme des cadeaux en fin de chantier, hein, avec les arbres qu'on a réussi à sauver. Donc voilà, ça c'est les plans finalement exécutés. Donc c'est beaucoup plus normal entre guillemets. Donc il y a seulement cette fente-ci qui a été préservée dans le passage et cette fente-là à travers la salle des sanitaires et les douches. Voilà. Alors, petit clin d'œil à Léon Steinen. Ah oui, j'allais dire, bon, une fois que on choisit, en l'occurrence, de travailler avec ces séries de séquences et de portiques, chaque portique est dessiné, ça a fait l'objet d'une attention. On travaille alors en coupe, en série. Il y a eu... Le projet a été scanné par autant de coupes que d'exceptions sur sa longueur. Et voilà, donc le voilà à l'entrée du côté de l'arrivée, avec les herbes folles là, qui ont repoussé entre-temps. Quelques portiques en série. Alors voilà, pour ce projet-là, c'est vrai que c'est pas forcément économique, mais on a architecturé le vide. Donc l'idée, c'est que ce bâtiment un jour sera une ruine peut-être. Donc ces portiques aujourd'hui abritent le vide autant que le plein et présagent peut-être qu'un jour le plein deviendra vide lui aussi, ou que le vide sera contaminé par d'autres usages et se remplira. Alors bon, quelques détails pour vous dire encore que
voilà, c'est pas tout d'avoir ces idées-là. Le casse-tête après, c'est de les réaliser dans le détail, de ne pas avoir de pont thermique, de ne pas avoir... Donc exprimer la structure aujourd'hui, je crois que ce serait plus tout à fait possible, parce que les bâtiments passifs ou basse énergie nécessitent un soin particulier dans la conception des enveloppes, et des enveloppes sur une épaisseur telle que cela, avec la structure apparente, j'avoue, c'est un mauvais exemple à montrer de nos jours, puisque ça n'est plus tout à fait possible. Alors, justement, les remplissages entre les portiques en béton sont en mur rideau en bois, en châtaignier, donc du bois local, qu'on nous avait recommandé. On a eu un petit peu de problème avec, parce qu'on voulait le laisser apparent, mais voilà, tout est aujourd'hui réglé. Encore une fois, cette paroi qui fait l'intermédiaire entre le sud sur notre droite et les chambres sur notre gauche, et pour que la lumière passe à travers et que les chambres soient néanmoins avec cette double orientation, mais sans la surchauffe du soleil d'été, avec ces petits éléments en mezzanine qui permettent aux enfants de s'approprier des territoires en hauteur. Donc on a eu la chance aussi d'avoir un petit budget pour concevoir le mobilier et ces éléments. Voilà, petit clin d'œil à Steinen par rapport aux âges différents, par rapport aux usages. Et l'autre cour, cette fois-ci, de plus bas gabarit, du côté est. Alors, juste terminons par ce bâtiment la collection des bâtiments de Steinen, quand on est retourné après dans l'ouvrage et qu'on a réalisé qu'on avait quand même intuitivement été inspiré. C'est a posteriori, c'est étrange, en retournant. On avait été évidemment inspiré par son bâtiment qui existait sur le terrain, mais il y a une sorte de ressemblance et de famille. Voilà. Alors, on fait aussi des bâtiments qui sont tout à fait banals, donc des usages banals comme du logement. Vive la banalité, mais c'est très difficile parce que en même temps, du logement social, c'est très 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 peu de moyens, peu de budget, et donc il faut trouver le moyen de se faire plaisir en tant qu'architecte pour répondre à cette commande-là, elle aussi. Alors là, je dois dire que on tire notre chapeau, hein, Ariane et Virle et Sophie qui n'est pas là, parce que c'est Sophie et Virle qui avaient suivi en particulier ce chantier-là. On doit rendre hommage à notre maître d'ouvrage qui, en fait, n'a pas attendu, comme pas mal d'entre nous, tout ce discours sur le développement durable et sur cette écologie. Ça fait depuis le début des années 80 qu'il travaille et qu'il demande des subsides pour avoir des compléments budgétaires pour travailler à abaisser les charges de leurs locataires. Donc c'est une société de logements sociaux, et en fait pour eux ce n'est pas tout de faire du logement social de qualité et après de donner un loyer modéré, mais le plus gros problème pour leurs locataires, c'est de payer les charges. Donc depuis déjà de nombreuses années, ils abaissent ces charges en installant évidemment des panneaux solaires, en récupérant les eaux, en isolant plus que voilà, il n'était nécessaire à l'époque les logements qu'ils construisent. Donc ça a été vraiment un très très bon contact, qu'on continue d'ailleurs d'avoir, puisqu'on a eu une nouvelle commande pour eux, un peu plus grand. Là c'était juste une petite dizaine de logements. Mais on avait donc ces petites maisons ouvrières qui préexistaient, et il fallait compléter, donc ces maisons étaient là, et il fallait les compléter sur l'angle, donc marquer en même temps le carrefour et donner une nouvelle identité à ce lieu. Alors évidemment pour nous c'était plus facile d'intervenir à l'arrière de façon contemporaine, donc c'est comme ça que cette pièce en plus, à l'époque, là, on faisait beaucoup ça, cette idée d'avoir des pièces entre saisons, entre printemps, été, automne, hiver, hein, qui permettent des usages différents. Mais pour nous, c'était aussi une manière d'inclure une nouvelle boîte dans laquelle les usages pouvaient se projeter au-delà des maisons existantes.
Alors cette extension, ces annexes à l'arrière, elles sont réalisées en béton, notamment pour servir aussi de coupure au feu, puisqu'on doit compartimenter les logements en Belgique résistants au feu 1 heure. Donc il faut 1 mètre en plus de contour pour pouvoir, pour le feu que ne se propage pas d'un appartement, d'un logement à l'autre. Alors malgré la régularité du système de ces maisons ouvrières, on avait introduit une diversité de logements. Pour nous, c'était pas, on avait voulu aller au-delà de cette identité des maisons et essayer de casser certaines parois et d'essayer d'avoir des plus grands espaces ou bien des duplex. Et finalement aussi quand même avoir un cœur collectif, un espace partagé entre les habitants qui sera la cage d'escalier, on va le voir tout de suite. Cette cage d'escalier qui en fait ne distribue que ce noyau-là et laisse alors à cette série d'appartements des duplex autonomes, accessibles depuis la rue. Voilà l'ensemble bâti, voilà l'arrière, déjà habité. Alors on ne voulait pas non plus diviser l'arrière avec des jardins compartimentés, on voulait qu'il y ait encore une fois des espaces partagés communs pour les enfants, pour les adultes, pour voilà, des possibilités de commun. Alors c'est évidemment ces lieux de passage qui sont aujourd'hui les lieux où on se croise et en même temps encore une fois des fentes à travers l'enveloppe qui contourne qui fait la relation avec la rue. Les pare-soleils qui servent en même temps de garde-corps pour les étages. Et voilà, donc c'est des logements très étroits, donc qui restent aux normes du logement social, et où finalement la cage d'escalier devient un élément d'architecture pour amener de la lumière, donner une dimension supplémentaire dans les 3 dimensions. Et voilà. On revient à Bruxelles, où là, c'est un autre objet de commande que l'on avait gagné dans ce cadre-ci, et qui, encore une fois, parle du caractère bruxellois d'une maison entre mitoyens, une maison de maître, avec sa cour, sa maison arrière, et un grand hall industriel qui n'était plus habité déjà depuis une bonne vingtaine d'années, qui avait été racheté par la commune, par la communauté flamande après, pour y faire une crèche. Et donc, on avait un programme très très serré dans lequel il fallait, et donc le choix évidemment de la répartition du programme dépendait évidemment de la typologie du bâti qui préexistait. Et voilà la maison avant, qu'il fallait préserver, restaurer. La voici à l'arrière, avec déjà aussi le passage à travers la cour pour aller vers la crèche. Donc dans la maison, il y a l'administration de la crèche, il y a un logement pour le concierge, il y a les lieux de vestiaire et de détente pour le personnel. Et voilà en plan, en tout cas la partie avant, c'est-à-dire depuis la maison, l'aménagement de la cour, et puis on a profité de la maison arrière pour rester une sorte de maison arrière qui contient les services à la crèche, tout ce qui est laverie, cuisine, tous les services aux usages et au confort des enfants. Et puis, on a dans sa continuité, voilà les derniers plans, puisque la maison avant monte un peu plus haut pour encadrer le logement du concierge. Voici la vue. Donc on est encore dans les arbres là. Voici la vue depuis la maison avant, et l'on devine la maison arrière et la toiture shed qui abrite aujourd'hui les 3 classes de la crèche. Donc voilà comment on a organisé finalement les choses. On arrive de la maison de maître et de sa maison arrière par ici. C'est déjà tout un parcours, et on avait décidé que ce hall industriel puisse rester un parcours et de préserver évidemment les toitures shed pour abriter une sorte de paysage
appropriables par les enfants. Donc les casiers et les vestiaires sont dans longs aussi. Et puis on a organisé les âges différents avec l'âge le plus âgé du côté cour, puisque cette cour-ci par contre est à découvert. Il y a un patio intermédiaire où là la toiture shed peut s'ouvrir et ou se fermer dans cas de pluie pour abriter les enfants. Il y a pas mal aujourd'hui une sorte de partage d'espace entre les âges. Donc, c'est pas que cette division par âge soit strictement respectée. Régulièrement, on ouvre les portes ou bien on ouvre le patio et on a des espaces partagés entre les âges, les différents âges des enfants. Alors c'est ça, donc le plan, vous l'avez vu, est divisé avec des boîtes de nuit, des boîtes bleues où l'on dort, et des boîtes rouges où l'on est encocooné pour être déshabillé et emmailloté par les péricultrices. Donc c'est ça qui donne un petit peu cet aspect un peu funky. Les boîtes bleues ont du vitrage bleu, donc on est comme dans la nuit, on dort, on fait la sieste. Et puis dans les boîtes rouges, ça évoque un peu la chaleur, j'espère, pour que les enfants puissent... Voilà. Et donc ces séries de boîtes, à chaque fois, traversent les parois vitrées. Donc il y a toujours une sorte d'entre-deux qui est travaillé par ces boîtes. Donc les boîtes passent à travers, ça c'est la magie du trespas. Donc parfois il y a isolé à l'arrière, parfois non. Et alors les pièces en enfilade arrivent à la fin sur le jardin. C'est un concours qu'on avait gagné du temps où Sylvia Picard faisait encore partie de l'équipe, puisque à l'époque nous étions 5. Mais c'est surtout Ariane qui après a assumé beaucoup le chantier. Voilà. Alors on travaille aussi par association. On s'associe par projet avec des amis architectes, donc avec des gars. Et là, en l'occurrence, c'était un gars, Pierre Vanache, du bureau Gigogne. Et donc, c'était l'occasion de mettre les pieds à Bruxelles autrement, via une commande. Donc là, c'est les communes qui passent commande via ce qu'on appelle les contrats de quartier. Donc, on dit souvent que Bruxelles, il n'y a pas d'architecture contemporaine. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'architecture grand format de qualité aujourd'hui, mais si on y regarde de plus près, beaucoup de petits bâtiments publics font leur apparition depuis une dizaine d'années, depuis qu'en fait il y a une politique de contrat de quartier. Ce qu'on appelle contrat de quartier, c'est en fait les communes qui décident dans des quartiers un peu délabrés de relancer la mise en valeur, si vous voulez, du quartier à travers des petits programmes publics et du logement social. Donc ça passe encore une fois par des petits concours organisés par les communes. L'intelligence de ces communes, c'est de s'entourer au moment des jurys d'architectes bruxellois de différentes origines, différentes écoles, pour donner leur avis. Ici, c'était plus qu'un contrat de quartier, c'était la politique des grandes villes, un fonds politique des grandes villes, puisque Bruxelles fait partie de ces grandes villes où on accorde des budgets aussi pour des projets qui rentrent dans des sortes de carences. Donc le privé investit pour certains projets, le public investit pour d'autres, et puis il y a tous ces projets ou programmes qui ne sont jamais bâtis et pourtant dont on a besoin pour l'intégration, pour ici de l'habitat d'urgence, la notion d'équité homme-femme, la notion de formation de personnes. Donc ces programmes-là étaient, parce que je crois que le budget n'existe plus maintenant avec la crise, ce sont des petits projets qui sont issus de la politique des grandes villes. Alors ici, pour le concours, évidemment, ces projets sont généralement attribués sur des sites laissés pour compte
pour des gens laissés pour compte. Donc on est entre une cabine haute tension, le chemin de fer en contrebas, le tramway en haut, les avions au-dessus. Et il faut que j'avoue qu'au moment du chantier, on a trouvé l'égout qui passait en travers de la parcelle. Donc ces contraintes-là, au lieu de les voir comme négatives, on les assume et on les prend à bras-le-corps. Et en fait, c'est elles qui sculptent le projet. Donc la rue et ses alignements, le chemin de fer en contrebas dont il faut se protéger, la cabine haute tension au-dessus de laquelle on peut enfin entrer en communication avec la place et être présent à la place. Donc là, on voit comment le bâtiment en même temps, dans l'alignement de la rue, s'aligne avec l'existant, son voisin, mais que la boîte sort à l'échelle de la place pour se mettre en dialogue avec elle. Voilà, en fait, le chemin de fer, le brouhaha auquel on est exposé, et voilà comment le bâtiment se rend présent sur les lieux. Comment est-ce qu'on a opéré? Alors, je crois que c'est comme ça qu'on a remporté le concours, parce qu'il faut vous dire que beaucoup de petits bureaux ont faim à Bruxelles, et donc la compétition est rude. Donc il faut absolument avoir énormément d'ingéniosité pour essayer de trouver là où l'idée va percer. Notre idée, c'était pour ce logement d'urgence, c'était de ne pas du tout faire du logement conventionnel, mais de répondre à la flexibilité du programme, c'est-à-dire un habitat qui peut être tour à tour, compartimenté, mis ensemble, et donc travailler avec des cellules d'habitation, ici une cellule, une deuxième cellule avec cuisine et une bande de sanitaires, et une chambre qui peut tantôt travailler avec une cellule, tantôt avec l'autre, en fonction de l'urgence de la famille ou du couple à accueillir. Donc cette flexibilité, elle va dans tous les sens, et elle nous a permis, du fait de concevoir cette bande de sanitaires ici, d'avoir un tampon acoustique entre le chemin de fer en contrebas et les chambres séjour à l'avant-plan. Beaucoup de nos concurrents avaient simplement fait du logement traditionnel, ce qui fait que nous, on proposait un bâtiment qui allait de 5 à 10 logements, ce qui n'était pas forcément aisé. Donc là, on voit le chemin de fer et à quel point il est présent. Au-dessus, on avait placé 2 logements plus pérennes dans la boîte en bois, des logements duplex pour des habitants qui pourraient assurer la continuité du vécu dans la maison. Comme c'était du logement d'urgence et que les cellules étaient assez étroites, on a proposé du mobilier pour lequel aussi on a eu la commande. Voilà un petit peu, encore une fois, la manière dont on a prévu la flexibilité des logements. Ah, voilà, ouf, là, oui, excusez-moi, les plans se sont retournés. Mais bon, ça, c'est les plans d'exécution. C'est pour vous montrer un petit peu comment finalement aussi la rue qui démarre au rez-de-chaussée continue à travers le bâtiment, à travers la cage d'escalier pour arriver à des espaces partagés que l'on a ici sur la terrasse à l'étage entre les éléments en bois. Alors là, le photographe s'était amusé aussi à travailler sur ce compartimentage, tout ouvert, fermé, tout fermé, et comment finalement les habitants arrivent à néanmoins s'approprier. Encore une fois aussi un clin d'œil par rapport aux cages d'escalier, qu'on essaie toujours de travailler pour que ce soit des éléments aussi d'architecture du vide, des fentes à travers l'espace. On n'a pas beaucoup de moyens quand on fait ce genre de projet. Voilà, il y a un petit problème de squeezer. Tiens, comment est-ce possible? Voilà. Ici, au moment de l'avant-projet, au moment du concours, on avait proposé, mais c'était peut-être trop tôt parce que ce n'était pas encore obligatoire, ni légalement inscrit dans la commande à la commune de Schaerbeek en l'occurrence. On avait déjà proposé d'avoir aussi
une notion passive pour ce bâtiment, c'est-à-dire isolé au maximum. On avait les panneaux solaires, on avait aussi une récupération d'énergie à travers la cage d'escalier et on récupérait les eaux pour des problèmes aussi pompiers, encore une fois, parce que ça demande un compartimentage très très sévère entre les lieux d'habitation et aussi pour une question de budget, c'était un peu compliqué de le faire à ce moment-là. Voilà comment finalement le bâtiment se dessine dans les vides interstitiels entre la cabine de tension, l'entrée et jusque sur la terrasse pour cadrer les vues et offrir de l'espace collectif aux habitants. Ces grands grillages, là, c'était une obligation, puisqu'on est à côté du chemin de fer. Il est interdit de construire si proche du chemin de fer sans protéger le rail de possibles lancements de jets. Ça ne se voit pas très bien ici, mais toutes les baies ici, pour qu'elles puissent s'ouvrir de l'intérieur, il y a du métal déployé qui vient devant ces baies-là. C'était un accord qu'on avait de la part de la SNCB, la régie des trains, qui nous a quand même néanmoins autorisé à construire comme ça. Le deuxième concours qu'on a gagné avec Pierre Van Hache, c'était pour la maison des femmes. Alors, est-ce qu'on a gagné parce qu'on était des femmes? J'espère que non. Non, non, je ne pense pas. En tout cas, non, on était encore avec Pierre, donc voilà, tout va bien. On était mixte. Et donc, la Maison des Femmes, c'était un projet mixte, Fonds des politiques des grandes villes, Maison des Femmes, logements sociaux à l'étage, contrat de quartier. Donc, c'était une double commande, mêlée en un seul bâtiment, dans une rue à haut patrimoine Art Nouveau, la rue Josaphat à Schaerbeek. Et donc, on était confrontés, cette fois-ci, on aurait voulu faire du passif, mais en même temps, on avait cette qualité architecturale, ces modules en série, il fallait réinterpréter un peu le vocabulaire et ces structures. Donc c'est le gymnase ici, des écoles qui viennent par la suite dans la rue. Et donc on a décidé de tirer la façade au-delà des deux programmes. C'est-à-dire plutôt que de travailler la superposition des deux programmes Maison des Femmes, Logement, on a décidé de tirer la façade pour qu'elle soit rendue présente sur la rue. Et c'est donc un maillage, ce maillage en béton qui prend la grande échelle au niveau de la Maison des Femmes, les deux premiers niveaux, y compris aussi l'entresol, et la série de logements au maillage plus fin et plus intime aux étages. Et donc on arrive à cette expression où on a un seul bâtiment qui se rend présent à la rue, avec l'entrée de la Maison des Femmes sous le grand portique, l'entrée logement sous un portique moyen, et derrière lequel, alors, on va voir, on a voulu quand même, dès le début, travailler le programme de la Maison des Femmes sur 3 niveaux, et que dès l'entrée, on perçoive ces 3 niveaux depuis l'entrée. C'est-à-dire qu'on comprenne la grandeur et du programme et l'accessibilité de la maison à tous et pour tous. Alors, dans le programme, il était très ambitieux. On a voulu, au lieu de compartimenter le bâtiment comme c'était inscrit au programme, on a préféré créer des grands plateaux traversants, puisqu'il y avait un jardin à l'arrière, le jardin de la Cure, qui est comme une oasis au milieu de l'îlot, et que l'on voulait absolument, dont on voulait faire profiter le bâtiment que l'on crée ici. Donc de la rue, on voit à travers le bâtiment l'espace vert qui est à l'arrière. On voulait aussi une grande transparence. Alors il y avait un petit peu un dilemme, c'est-à-dire qu'on voulait que les femmes se sentent invitées à la maison, mais il y a aussi des moments où elles ne veulent pas forcément être vues. Donc il fallait imaginer aussi, encore une fois, une sorte d'épaisseur de façade. On profite donc de la cage d'escalier qui descend pour déjà donner une distance, le fait qu'elle se soit surélevée, et on avait même proposé une sorte de voile qui pourrait être jeté à travers l'espace dans les moments où vraiment on veut avoir un peu plus d'intimité dans la maison. Donc là, on voit encore une fois comment le bâtiment travaille dans la rue en relation avec l'existant et le patrimoine.
Ça, c'était les documents concours. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est que quand on a de la mixité, comme ici, le problème, c'est la structure. En haut se trouve du logement, très compartimenté, et il doit reposer sur un espace qu'on veut le plus libre possible. On a en plus la problématique d'être entre deux mitoyens, et donc il faut que la structure se démarque des mitoyens, puisqu'on allait un petit peu plus profond, ou en tout cas on ne voulait pas reporter les charges sur le bâtiment voisin. Ça vaut pour la maison des femmes sur entre sol, rez-de-chaussée plus 1. Et puis le schéma s'inversait puisque le logement travaillait sur une structure qui allait dans l'autre sens, ou en tout cas était reportée différemment. Et là, on doit quand même beaucoup aussi aux ingénieurs qui ont tout fait pour garder cette idée de totale transparence, mais aussi totale liberté structurelle entre les parois. Et ils ont accepté de suspendre cette boîte aux étages pour libérer l'espace de sa structure. Donc on se retrouve avec l'atelier et quelques bureaux pour les associations des femmes à l'étage, suspendus au-dessus de l'estaminet, dont le meuble aussi a été dessiné par nous. Sophie plus particulièrement d'ailleurs, qui est notre expert mobilier. Et donc on a aussi joué sur les couleurs, rappelant le vert, rappelant aussi le lien avec le parc à l'arrière. Avec très très peu de moyens, encore une fois, on a essayé de tenir à ce qu'on avait dessiné dès le départ, et d'avoir encore une fois cette communication. Alors cette faille dans le bâtiment, elle est intéressante parce qu'elle ramène une double orientation aux pièces. Toutes les pièces qui sont à l'étage, elles sont autant ouvertes soit sur la rue, soit sur le parc, et elles donnent aussi sur l'intérieur de la maison des femmes. Donc là, on a justement le corridor à l'étage, la passerelle, qui a une vue sur le contrebas. Donc là, les plans un peu plus précis. On a encore la faille ici, à travers laquelle passe la passerelle. L'atelier, là, au numéro 13, pour accueillir donc, des différences d'échelle. On avait fait le choix de mettre les bureaux et les ateliers, les usages plus silencieux au plus 1, pour servir de tampon acoustique vis-à-vis des logements qui étaient au-dessus. Ah, là, il y a encore un petit problème. Bon, les logements, eux, ont aussi tous un espace extérieur ouvert. Et cet espace extérieur, on a voulu toujours le voir dans le prolongement. Donc, on a les grandes baies vitrées et elles sont dans la continuité de l'ouverture de la terrasse pour toujours donner cette articulation entre espace extérieur et espace intérieur. Il en va de même aussi, encore une fois, pour le dernier étage. Ici, en contrebas, on voit comment on amène la lumière à l'arrière de l'espace entre sols, qui du coup, lui aussi, bénéficie d'une double orientation et d'une lumière naturelle sur toute sa longueur, puisqu'il bénéficie, au travers de la cage d'escalier, de la lumière via la rue, et à l'arrière, via le jardin en gradin. Voilà, les derniers logements, tous différents aussi, certains tous traversants. Donc ils ont tous une vue à rue et une vue sur le jardin de la cure, parfois via des modes d'imbrication de duplex qui permettent cette double orientation. Alors nous travaillons encore actuellement en association, cette fois avec le groupe Lava de Louvain, avec lequel nous avons gagné 2 concours pour des très grands ensembles de logements sociaux à Slederlo. Donc c'est aussi au milieu des bois, et là c'est autant des intentions par rapport à la grande échelle que, encore une fois, la qualité des logements. Oups, encore une petite image. C'est étrange. C'est la reconversion sur ce document-là. Le dernier projet que je voulais montrer, c'est un projet Z, évidemment, un projet qui nous tient à cœur et que l'on vient, enfin, Virle et Sophie
Viral et Ariane, plus particulièrement, ont fait le dossier d'exécution pour... alors, comment on fonctionne? On fonctionne toutes les quatre, nous travaillons pour les concours. Donc, toutes les quatre, on suit les concours, on suit les dossiers d'exécution, mais après, pour les chantiers, on se met par couple, parce que autrement, c'est trop lourd. Mais on est toujours par deux, de manière à ce que si l'une part en voyage au bout du monde, ou l'autre doit s'occuper des enfants, il y a toujours un relais qui s'opère. Et donc, on a toutes les quatre la prise de décision, mais après, pour certains, un suivi plus particulier, on se distribue quand même les tâches. Alors ici, on est à Zedelgem. Alors, Z à Zedelgem, c'était quelque chose. On se demande si là aussi, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé. En tout cas, on est dans un petit bourg qui réunit l'administration collective de plusieurs petits villages autour. Donc c'est quelque chose d'important qui se passe dans le village. Entre l'église, l'ancienne maison communale, on a construit une énorme boîte dans les années 90 pour accueillir la nouvelle maison communale. Était à la commande, dans notre cas, un bâtiment pour accueillir les services sociaux. Et donc, très vite, donc là, on voit le contexte. L'ancienne maison communale, qui date des années 30, que certains participants du concours avaient décidé de supprimer. La nouvelle maison communale, qui fait sa gonflette, là, un grand ballon en briques brunes, l'église et un grand parc à l'arrière. Ça, c'est en fait l'entre-deux. Alors, on a décidé plutôt que d'être un bâtiment supplémentaire ou de rayer un bâtiment de la carte, de travailler comme un tissé, un lien entre les deux bâtiments. Personne parmi les concurrents n'avait pensé à simplement connecter les services entre eux, parce que ce n'était pas au programme. Donc nous, on s'était dit, pourquoi ne pas lier la maison communale aux services sociaux pour qu'ils partagent des services en commun. Ça a été apprécié et donc on a remporté le concours aussi, notamment parce qu'on gardait l'existant. Donc ça servait d'ancrage au projet. Alors, seule petite démolition, c'est le petit bâtiment qui était seulement sur un niveau entre ces deux constructions-ci et à travers lequel la courbe, enfin le Z, vient montrer, piquer du nez sur la façade de la maison communale. Notre volonté aussi, c'était de laisser le passage pour aller vers le parc à l'arrière. Alors voilà le projet qui se contorsionne, qui apparaît de ci, de là. Le voici en plan, avec entre-temps quelques modifications, puisqu'au départ, au moment du concours, on avait choisi de valoriser l'entrée via la rue, et on avait mis l'entrée sous le passage en vis-à-vis de l'entrée de la maison communale. Et puis, une fois que l'on a un peu plus parlé avec les commanditaires, on a réalisé qu'étant donné que le service était partagé par plusieurs petits villages autour, tout le monde arrivait en voiture et le parking est là. Donc on a décidé de se servir du bâtiment qui fait en fait auvent au-dessus de ce passage, de s'en servir comme entrée pour l'accueil qui est ici. Et puis ces zones grisées sont toutes les zones accessibles au public pour l'accueil des services. Voilà à l'étage les séries de bureaux qui servent de consultation, pour la consultation. On voit bien le bâtiment existant qui a aussi pas mal de qualités architecturales, notamment tout un travail de menuiserie, de boiserie, d'allège dans la salle du conseil. Une terrasse. Alors ils avaient beaucoup aimé le fait qu'on avait essayé de valoriser pour les gens qui travaillent dans ce lieu des espaces extérieurs, des espaces de personnel qui soient lumineux et différents.
voilà une coupe dans le bâtiment existant, comment on arrive à faire rentrer le programme, une partie du programme dedans, et puis au-dessus, le bâtiment à travers les patios. Et maintenant, c'est en cours encore à l'étude pour travailler le détail, le souci du détail. Alors, on a choisi pour ce bâtiment de travailler avec une structure béton, et pour des questions, encore une fois, d'éviter les ponts thermiques. On a pris contact, alors ça c'est très intéressant, on l'a repris après pour d'autres projets, des panneaux bois, des panneaux préfabriqués bois, qu'une nouvelle société de construction a commencé à produire en Belgique, et qui sont des panneaux qui arrivent sur chantier déjà avec 30 cm d'isolant, de l'OSB, du lattage pour déjà mettre côté intérieur le gyproc, les plaques de plâtre, à l'extérieur le revêtement de son choix. Et donc il y a une sorte de rapidité d'exécution et surtout d'être sûr de la qualité étanche à l'air et de la qualité d'exécution en atelier de ces panneaux isolés. Voilà la dernière slide qui représente le bâtiment en état à l'étude. Et voilà, je vais peut-être répondre aux questions. Merci. Avant de passer la parole au public, je voudrais faire 2-3 remarques. Parce que réellement, je suis impressionné par votre travail pour de multiples raisons. D'abord, je trouve qu'il y a une intelligence du dispositif architectural que je trouve particulièrement brillant. C'est-à-dire que vous êtes à chaque fois dans des situations extrêmement tenues, tendues, avec des budgets très très tendus, et vous arrivez à créer des spatialités. La maison de la femme, le dernier exemple qu'on vient de voir. À chaque fois, c'est pas juste un empilement d'étages ou de programmes, c'est une réponse architecturale et architecturée. Par ailleurs, un certain courage, tout de même, parce que remettre en question des programmes avec la bonté de les enrichir, en général, ça se paye cher. Parce que voilà, le programmiste, parce que le conseil municipal, et donc là, je dois dire aussi aux étudiants que quand on ne répond pas parfaitement à un programme, et le problème, c'est que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si on n'y répond pas parce qu'on fait un projet médiocre, c'est normal qu'on soit écarté. Par contre, quand on amène des idées supplémentaires, en général, pareil. On sait pourquoi, et de plus en plus, en France maintenant, on s'expose à des recours des autres équipes qui disaient « ah mais c'était pas prévu, on l'aurait fait aussi, patati patata ». Donc il y a un courage à le faire que je trouve tout à fait étonnant. Et par ailleurs, je trouve qu'il y a une expression architecturale très raffinée, sincèrement raffinée. Tous les projets que j'ai vus ont sont posés, il y a une modénature, un choix, vous êtes résolument contemporaine, et vous faites ça en plus à 4, ce qui est quand même assez dingue, parce que dessiner un projet à 4, un chapeau. Ouais. Je crois que les garçons, on a du mal à faire des projets à 4, ou alors c'est... Déjà, on a du mal à se mettre d'accord tout seul. Mais je dois dire, c'est pas sans... Non, oui, j'imagine qu'il y a... Vous êtes des femmes de caractère, je l'ai bien compris. J'imagine qu'évidemment, il y a des tensions. Et puis après aussi, dans la mise au point, le suivi. Mais l'idée aussi, je crois, qui est peut-être... où je pense que vous avez sûrement un avantage sur nous, sans rentrer maintenant dans des grossièretés ou des caricatures, des comportements hommes-femmes, mais l'idée de pouvoir à un moment donné déléguer réellement et avoir suffisamment confiance en l'autre pour que le détail qui va se faire sur quelque chose dans lequel on s'est beaucoup impliqué prenne peut-être une autre forme que celle qu'on lui aurait donnée. D'accepter comme ça, je pense qu'il y a une grande générosité dans la démarche qui est difficile
à mener en dehors d'un système très hiérarchisé comme on le connaît dans les bureaux en général. Pardon. Donc voilà, simplement je voulais vous témoigner de mon admiration pour les projets que j'ai vus, qui sont des projets, comme tu le disais, de taille modeste, mais je ne trouve pas. Ce sont des grandes ambitions, parce que se fracasser à côté d'architecture bruxelloise, de parcs ou du patrimoine comme vous l'avez fait, avec les budgets que vous avez, c'est vraiment impressionnant. Voilà, je tenais à le dire avant de passer la parole au public s'il y a des questions. Non, mais c'est sincère. Sinon, je ne vous aurais pas invité déjà. Non, mais pour juste répondre aussi à l'idée du groupe qu'on soit à 4, c'est vrai qu'on est à 4 et on a, par choix, comme on n'a pas de budget, on n'a pas de projet alimentaire, on n'a personne à qui déléguer, donc on est 4 à égalité, 4 associés, on fait tout. Même servir le café. Vous êtes vos propres esclaves. Mais, oui. Pas mal. Mais du coup, mais en même temps, on est 4, mais très, 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 très différentes. Bon, Sophie n'est pas là, mais on est encore très différents. Et donc, si bien que quand le projet passe de main à main, il essuie déjà la critique. Et je crois que c'est vrai que parfois, il arrive sur la table du maître d'ouvrage en ayant essuyé beaucoup de critiques. Et donc, il a été mûri. Et pas, oui. C'est pas qu'il ait fait l'objet d'un compromis, mais chaque fois que le choix... Parfois, on adhère au choix pour finir, parce qu'il est plus fort. Mais voilà, c'est un choix partagé et réfléchi. Bien. Bel exemple. On s'amuse aussi beaucoup. Hein. Je dois dire, j'ai esquivé quelques photos compromettantes. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, j'aurais une petite question. Je trouve que c'est vraiment intéressant que vous avez présenté beaucoup de programmes, beaucoup de projets assez différents, des projets publics. Je crois que c'est toujours un défi, un challenge de faire toujours quelque chose de différent. Mais j'ai une question plutôt sur la partie administrative du projet. Comment ça se passe la procédure de gagner un projet public en Belgique? Est-ce que vous trouvez difficile d'établir des relations avec les autorités locales, avec l'organisation locale avec tout ça? Alors, comment ça se passe pour nous, les nouveaux architectes? Ça, c'est assez important de voir comment on peut accéder. Non, c'est une très bonne question parce que, en effet, alors il y a plusieurs cadres contractuels que l'on a. Il y a le cadre du Open Oproep, où là, il y a un Baumeister. Open Oproep. Donc, c'est Open Oproep. C'est appel d'offres. Appel ouvert. Voilà, appel ouvert. Et donc, le Baumeister négocie pour nous déjà les contrats. Ça veut dire que quand on postule pour être en compétition, à partir du moment où on présente le projet, on adhère déjà au contrat. Et ce contrat, il est parfois très étroit. Il l'était déjà au début. Et il est de plus en plus difficile avec la crise, étant donné que, bon, maintenant que vous allez sortir, vous allez être plus familier aussi, j'imagine que vous l'êtes déjà avec les PPP, les projets publics-privés. En Belgique, on aime bien rajouter un P, projet public-privé participatif. Mais heureusement que les Anglais ont essuyé les plâtres pour nous depuis déjà une vingtaine d'années, parce qu'ils ont, moi je me souviens d'avoir été à un conseil d'Europe d'architectes où quand on a commencé à parler des PPP comme solution d'avenir pour faire des projets publics, tous les Anglais se sont levés, furieux, c'était les révoltés du Bounty, c'était incroyable, ils étaient outrés de voir que cette solution allait contaminer l'Europe. Alors en France, je sais que ça a fait aussi l'objet de polémiques. Non. Aujourd'hui, ces projets publics-privés, heureusement, en tout cas, ont été plus ou moins réglés entre-temps par des recommandations du RIBA en Angleterre. Donc l'Ordre des architectes a émis un petit fascicule avec des recommandations à l'usage du maître d'ouvrage et des architectes pour essayer de faire des projets publics-privés dans les meilleurs termes possibles. Puisque quand le privé s'en mêle, le problème, c'est que d'abord l'architecte
il est payé pour juste faire un dossier d'exécution et parce qu'il est obligatoire dans le processus de la construction. Et en même temps, il va servir, après tout, pourquoi pas, de garantie décennale. On achète une assurance 10 ans en prenant un architecte. Alors, beaucoup de clients, surtout privés, je dois dire, chez nous, parce que l'architecte est obligatoire, même pour une toute petite construction de maison. Si bien que, étant donné que les privés sont obligés de faire appel à l'architecte, eh ben, ils le voient d'un très mauvais œil, ils le voient comme l'exutoire, si jamais il y a un problème, ça va faire jouer l'assurance. Donc tout le monde n'est pas comme ça, mais il faut faire attention à cette tendance-là. Donc, à la limite, moi j'aimerais autant, comme aux États-Unis, au Canada, ou même ici peut-être, que pour les petites constructions, ce soit au choix du client de faire appel à l'architecte plutôt qu'une obligation. Pour ce qui est des bâtiments publics, le problème, c'est qu'il n'y a plus de sous dans les caisses. Donc, ça fait déjà quelques années qu'il y avait déjà moins de sous. Donc, l'architecte, il a les honoraires qu'on veut bien lui donner. Étant donné la compétition entre les architectes, quand les appels d'offres, alors là, pas dans le contexte du Open Up, mais dans le contexte des appels d'offres, c'est la compétition est rude parce qu'on sait que ce n'est pas la qualité architecturale qui va jouer, c'est le prix que l'on va remettre, l'estimation pour le projet que l'on remet, qui va beaucoup compter pour beaucoup de points. Et donc là, la compétition est dure puisque ça se joue sur les honoraires, puisque le prix de la construction, il est le même pour tout le monde. Et puis, enfin, maintenant que le public a de moins en moins de fonds, alors il fait appel au privé. Dans le cadre du Open Up Group, pour les écoles, les projets d'école, il y a depuis 2 ans maintenant, le Baumeister a fait un partenariat avec une grande banque pour aider à la construction des écoles de la communauté flamande. Alors on s'est retrouvés, on devait faire le choix ou pas de participer encore à ces concours. Si on faisait le choix de participer à ces concours, on se retrouvait avec un cahier des charges au moment du concours pour le contrat, je ne sais plus, 500 pages. Et moi j'ai des amis qui ont accepté néanmoins de participer à ces concours, ils ont gagné. Et quand ils arrivent aux réunions de chantier, ils font face à 10 avocats. Donc la pratique est magnifique, hein, la pratique est belle, c'est superbe. Mais du coup, cet architecte-là, il a tout laissé tomber dans son agence, juste pour ce projet-là. Et donc tous ses associés, ses collaborateurs font les autres projets, et lui, il s'est mis à fond sur ce projet-là parce qu'il n'a pas droit à l'erreur. Donc, il faut faire attention, il faut bien lire les contrats. Les contrats, généralement, sont soumis au moment de... Et on a déjà voulu participer à des concours. Virl, elle est très vive pour ça, parce qu'on a déjà refusé de participer à certains concours, parce que le contrat était vraiment pas rentable déjà, et peut-être même dangereux pour la suite. Bon, alors, simplement, je crois il y en a beaucoup d'entre vous qui ne doivent pas savoir ce que c'est un PPP. Non. Pour simplifier, sans caricaturer, normalement, les projets publics sont financés par l'État. Quand l'État ne veut plus les financer, pour des raisons qui sont pas que parce que les caisses sont vides, si c'était que ça, éventuellement j'y croirais, c'est un vrai choix politique. Il demande à une banque de financer un investissement public. C'est-à-dire qu'au lieu que l'État prête à une commune pour construire une école, le PPP, c'est l'association d'une entreprise générale, donc qui va employer des entreprises subalternes, sous-traitantes, et d'une banque qui vont être en fait les vrais décideurs et proposer un projet clé en main, financé pour tel montant. La mairie dit « je veux une école, 80 élèves pour 2,5 millions d'euros, point barre ». Et donc, l'entreprise et la banque vont choisir un architecte pour faire équipe. Donc déjà, ce n'est pas vous qui choisissez des partenaires, c'est eux qui vous choisissent. Ils ne vont pas vous choisir en fonction de votre talent, mais en fonction de votre capacité à absorber leurs ordres,
pour simplifier les choses. Donc on a une architecture qui devient de plus en plus médiocre. Le vrai problème aussi, c'est que ça coupe directement la commande, la chance et l'accès à la commande pour des bureaux qui se spécialisent, qui deviennent les laquais, je pourrais dire du capital, parce que vous avez pensé que c'est politisé, mais c'est politique, mais qui vont devenir les laquais des banques et des entreprises. Une entreprise générale qui fait travailler d'autres entreprises, elle prend entre 10 et 15% de marge sur une entreprise. Donc déjà, on sait que le coût de la construction sera 15% plus cher. Et comme l'argent est prêté par une banque à un certain taux, on a en moyenne entre 20 et 25% de surcoût. C'est-à-dire que l'école va coûter à la collectivité entre 20 et 25% plus cher que lorsqu'elle se fait sur une procédure comme elle se fait jusqu'à aujourd'hui. Et que par ailleurs, le privé, puisque c'est le privé, et là non pas pour faire de l'architecture publique et du service public, mais pour faire de l'argent, et va donc le plus possible appauvrir le projet, et va faire un projet qui effectivement tiendra 10 ans, ce qui fait qu'on va hériter dans 10 ans de projets qui seront entièrement à refaire, et qui ont coûté entre 20 et 25% plus cher que les projets qu'on fait aujourd'hui. Tout ça en coupant l'accès à la commande, j'ai envie de dire, de la qualité architecturale pour la faciliter à des affairistes qui évidemment vont travailler à très bas prix pour pouvoir s'en sortir. À tel point que c'est politique dans la mesure où les Anglais, comme tu l'as dit, le refusent, mais les Allemands aussi. Et quand je dis, et je ne parle pas là des architectes qui évidemment sont mis en péril, perdent tout pouvoir, ne sont plus mandataires, sont écartés de l'exécution évidemment, puisqu'on va prendre vos détails et puis on va les transformer pour qu'ils soient moins chers, voilà, ou pour qu'ils soient plus durables, ou plus ceci ou plus cela, et puis si le commanditaire préfère le bleu, il le fera en bleu et pas en rouge. Et à tel point que le gouvernement anglais a décidé il y a 2 ans d'arrêter tous les PPP, qui avait été une grande proposition du gouvernement Thatcher. Et il y a 2 ans, exactement, Angela Merkel a décidé de ne plus recourir aux procédures PPP en Allemagne, en disant qu'elle gérait son pays en bonne mère de famille et qu'il était hors de question qu'avec déjà le problème des retraites qui auraient du mal à être payés par les générations, en l'occurrence la vôtre, n'allait pas encore être grévé en plus du coût des PPP et que tout ce qu'on allait produire coûterait 20% plus cher que ce qu'on fait déjà maintenant. Donc en Allemagne, ça ne se fait plus et évidemment, Nicolas Sarkozy a décidé que dorénavant on ferait des PPP en France. Voilà, c'est donc un vrai choix politique. C'est cadeau aux grandes entreprises et aux banques. On ne va pas en faire l'objet du débat, il y a encore d'autres arguments, mais sans caricaturer, l'objet du débat, c'est quand même celui-là. Oui. Oui, alors ça c'est très intéressant politiquement, c'est-à-dire que quand le maire fait son bilan avant les élections, au lieu de dire la commune est endettée à 3 000 ou 50 000 euros par habitant, d'accord, ce qui rentre dans le bilan, c'est-à-dire comment vous avez géré votre commune, dans la mesure où vous payez un loyer, puisque le remboursement de la dette contractée auprès de la banque et de l'entreprise dans le cadre d'un PPP se fait par le loyer, c'est-à-dire que tous les mois, la commune paye un loyer sur 30 ans, enfin 30 ou 15 ans, voilà, après c'est des négociations, donc ça n'apparaît pas dans le bilan financier. C'est-à-dire que le maire peut faire des tas de travaux, je n'irai pas jusque-là, mais il y a un vrai risque, et c'est la Cour des comptes aussi qui l'a mis en avant, un risque de dérapage, de commandes, de maires qui vont faire beaucoup de choses sans en avoir les moyens, et endetter en termes de loyer, tout en présentant des bilans, on va dire, financiers et électoraux, faciles, puisqu'ils n'endettent pas la ville, puisque ça passe en loyer, donc ça n'entre pas dans les lignes budgétaires de l'endettement. Donc voilà, et ça c'est l'autre aspect, enfin si c'est passé, si cette question, parce qu'avant les PPP avaient une raison d'être avec ce qui était, on va dire, l'urgence et la spécificité des travaux. C'est-à-dire dans le cadre de projets, dans des contrats de défense, des contrats de secret, donc les prisons, les grands chantiers militaires, etc. Il y avait des logiques comme ça qui peuvent, à la limite, peuvent se comprendre. Aujourd'hui, c'est étendu à la moindre commune, à la crèche communale, etc., etc., quoi.
C'est un vrai désastre. Alors normalement, en Belgique, on a des Baumeister, des maîtres architectes intermédiaires entre la commande et l'architecte pour que justement tout se passe avec une autorité intermédiaire qui pourrait contrôler les méfaits de ce genre d'opération. Bon, il y a eu cette expérience qui est un petit peu malheureuse là en Flandre, mais je crois que c'était juste le temps d'une période, je ne pense pas que ça va durer. Mais à Bruxelles, on a Olivier Bastin, qui a été nommé maître architecte il y a 2 ans maintenant, et qui, lui, fait la chasse. Il fait la chasse aux concours pipés, aux mauvaises attributions. Oui, et puis le PPP est forcément pipé. Et alors, au PPP. Et alors... Puisque les entreprises et les banques se partagent le boulot, vous voyez. Voilà. C'est-à-dire que quand Bouygues fait avec la CMDP, le coup d'après, c'est la caisse d'épargne avec la Sogénal plus voilà, Lafarge ou Vinci. On se partage le gâteau. Et nous, on a les petits bras. Oui. Donc les filles, il y a du boulot. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on est un peu sorti du cadre. Voilà. J'aurais une question par rapport, notamment au contexte par rapport à la Belgique. Donc, vous construisez aussi bien des projets au niveau de Bruxelles, mais au niveau de la région flamande aussi, et de la région allemande. Donc, comment vous faites pour gérer les trois? Parce que c'est des sensibilités qui sont un peu différentes, c'est des démarches qui sont un peu différentes, non? Comment vous faites pour gérer ça? Alors, on construit à Bruxelles et en Flandre. Je n'ai pas fait subir à mes associés la commande en Wallonie, qui est un petit peu plus hors contrôle. Donc, pour l'instant, on ne travaille que à Bruxelles. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas encore réglementé totalement. Il n'y a pas de maître d'ouvrage, de maître architecte qui arbitre. Et donc, on participe à des concours, on y met tout ce qu'on peut, et c'est l'architecte local du petit village qui gagne. Donc, ou le copain. Voilà, c'est des PPP familiaux. Donc, on met beaucoup d'énergie et on ne sait pas. Il faut vraiment en faire 10 pour en gagner 1. Même peut-être plus. Et donc, par rapport à Bruxelles, alors, comme ce sont 3 régions et que la Belgique est fédérale, c'est donc 3 réglementations différentes. Alors, on s'épargne la Wallonie, du coup, on n'a plus que Bruxelles et la Flandre, donc ce sont 2 réglementations différentes. On ne travaille pas en communauté germanophone. Mais donc, en effet, sur Bruxelles, il faut remettre tous les dossiers bilingues. Donc, c'est un coût supplémentaire, un travail supplémentaire. Mais même si les règlements, les lois sont différentes, elles sont plus ou moins harmonisées parce qu'en même temps, il y a des règlements européens qui sont encore au-dessus. Donc ça, je crois que c'est, si on prend le plus sévère des règlements, on est sûr de s'en sortir pour tous. Alors évidemment, il y a des contraintes un peu différentes suivant qu'on est dans une ou l'autre région par rapport à le côté thermique, on dit le calcul, le coefficient thermique du bâtiment, qui n'est pas tout à fait le même et qui va aussi là, en s'harmonisant vers une harmonisation. Par contre, en région bruxelloise, et là c'est un petit problème, ça pose énormément de questions, ça fait beaucoup débat. À Bruxelles, beaucoup de communes ont décidé depuis 1 an ou 2 que tout bâtiment construit, nouveau, serait passif et tout bâtiment rénové, restauré, serait basse énergie. Alors, on est quelques-uns, on est souvent dans les jurys, dans les concours. Et quand on regarde les moyens qu'on met en œuvre pour faire du passif, pour du logement social, alors parce qu'on est encore dans des budgets comme ça, hein, il nous paraît plus logique d'avoir des parties de bâtiments passives, mais que certains programmes sur le pourtour du bâtiment, là où c'est le plus dur d'obtenir du passif et où on met énormément de moyens, pas du tout écologiques d'ailleurs, pour rendre ces parties-là passives, il est plus intelligent de faire un mix passif, basse énergie. Et donc, beaucoup d'architectes, avec Pierre Blondel notamment, on a beaucoup de discussions dans les jurys de concours pour essayer de raisonner un peu les maîtres d'ouvrage, pour ne pas
faut pas non plus être extrémiste, quoi. Il faut être logique, raisonnable, et dans le bon sens d'une planète, et dans le bon sens écologique de la planète. Parce que pour produire certains bâtiments dans la notion passive, ça demande énormément de moyens peu écologiques. Notamment, il y en a qui finissent par mettre du polyuréthane, là partout, le polyuréthane. Voilà. C'est là. Bien, écoutez, merci à vous trois de cette leçon d'architecture. Et on espère vous voir faire aussi en Alsace. Ou vous en Belgique. Participer au Open Up Group. Maintenant, il y a beaucoup de partenariats. Dans le cadre des Open Up Group, on a d'ailleurs, Sophie a déjà collaboré avec un architecte anglais qu'elle connaissait, qui voulait participer au Open Up Group. Donc il y a de plus en plus de bureaux étrangers qui s'intéressent à ces petits objets de commande en Flandre. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous.